Avalanche, le danger en montagne, le risque s'aggrave en Haute-Savoie, il reste marqué en Savoie et en Isère. Témoignage ce soir d'un jeune survivant, le freestyler de Tignes, Théo Lange, s'est fait prendre hier dans une avalanche et il veut lancer un message d'alerte. Il est sur notre plateau ce soir. Charlie Hebdo, un an après, l'esprit de Charlie persiste-t-il à Grenoble où 110 000 personnes s'étaient retrouvées pour manifester au lendemain de l'attaque? Nous en parlerons avec Marie Lian, la présidente du Club de la presse de Grenoble, qui avait organisé le rassemblement. Enfin, c'est le temps de l'épiphanie. À Aix-les-Bains, un pâtissier a inventé une galette, pas comme les autres. Tout est dans la fève, je ne vous en dis pas plus. Réponse en fin de journal. Votre édition nationale à 19h30 sera en partie consacrée à la Corée du Nord et la menace nucléaire. La Corée du Nord défie une nouvelle fois la communauté internationale. Le régime annonce avoir réussi son premier essai nucléaire d'une bombe à hydrogène. Et puis, un an après les attentats de janvier, l'enquête, 400 policiers continuent à se relayer. Des attaques préméditées, bien préparées et menées grâce à un réseau de complices. Tous ne sont pas encore identifiés. Hier, 3 avalanches déclenchées par des skieurs hors piste ont fait 2 morts et 2 blessés à Val d'Isère et à Saint-Colomban-les-Villars, près des Corbiers, en Maurienne. Certains de ces skieurs étaient équipés de tout le matériel préconisé pour le hors-piste. La question qui se pose alors est celle de la prise de risque. Le point avec Françoise Gay et Franck Serroni au Corbier. Journée blanche ce mercredi midi sur le domaine des Cybèles. Mais hier, grand beau temps, pas de vent et 40 cm de neige fraîche. Un appel à la première trace qui se termine par un drame, malheureusement, un classique. L'avalanche en fait s'est déclenchée derrière la crête qu'on voit là-bas, donc sur un versant totalement hors piste qui est en dehors du domaine skiable. Des pentes, c'est des pentes qui sont connues, je disais quelque part, c'est des pentes qui sont soulevant des perturbations nord-nord-ouest et des pentes qui font des accumulations de neige. Dans l'impressionnante coulée qui dévale la pente sur 600 mètres, un mort et un rescapé, des saisonniers qui connaissaient les risques et étaient équipés de détecteurs de victimes d'avalanche et de sacs ABS. Le sac ABS permet de rester plus en surface sur une coulée de neige. Mais voilà, quand j'ai dans une coulée de neige, on peut aussi heurter un rocher, on peut heurter un arbre. Et ce n'est pas une garantie de le fait d'avoir un sac ABS et tous les équipements nécessaires pour faire du hors-piste qu'on n'aura pas d'accident, qu'on ne pourra pas se faire mal dans une avalanche. Estimé à 4 hier, le risque d'avalanche est descendu à 3 aujourd'hui. Mais attention, le hors-piste reste totalement déconseillé. Le manteau neigeux demeure instable. Le début de saison a été marqué en fait par du manque de neige. C'est vrai que ça devient coutumier en fait de ces saisons. Et voilà, donc cette chute de neige qui est tombée quasiment en une seule fois, associée à des vents forts, n'a pas d'accroche déjà sur le sol naturel. Et en plus, donc, comme je le disais, avec des plaques à vent qui cèdent au passage des skieurs. Dernière précision, comme son nom l'indique, le hors-piste commence en dehors des pistes, c'est-à-dire juste de l'autre côté des jalons. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons sur le plateau de France 3 Alpes le jeune freestyler de Tignes, Théo Lange. Bonsoir Théo. Bonsoir. Donc hier, vous avez été pris dans une avalanche, c'était en hors-piste dans le domaine de Tignes. On va rapidement voir les images parce que vous aviez filmé, vous aviez une GoPro. Vous avez eu la peur de votre vie? J'ai eu la peur de ma vie, ouais. J'ai vu ma vie défiler. C'était des risques que je connaissais, j'ai pris des risques. Aujourd'hui, je suis encore vivant, j'ai eu de la chance. Mais ouais, j'ai eu une grosse frayeur. Là, on le voit sur la vidéo, vous estimiez le risque, vous tassiez un peu la neige, voir si ça partait. J'ai tassé la neige, purgé pour essayer de faire partir une éventuelle avalanche. C'est pas parti tout de suite, et puis c'est sur mon premier virage. On voit la fracture. Vous voyez, et là, c'est parti sous mes pieds. J'ai essayé de sortir, mais une fois que c'était parti, je me suis fait prendre, et puis voilà, on contrôle rien. On est emporté et puis on essaye de tout faire pour essayer de sauver sa peau. Vous avez vraiment eu peur d'y rester? Ouais, je me suis vu passer. Je suis passé sous la neige à un moment et puis à ce moment-là, ouais, j'ai cru que j'y restais, quoi. Et aujourd'hui, vous avez envie de lancer un message d'alerte, en fait, de dire faut voilà, faire gaffe. Il faut faire attention. Les risques sont vraiment, en ce moment, sont vraiment dangereux. Ça part très facilement à côté des pistes ou n'importe où. Vous connaissiez ce couloir, vous ne pensiez pas que ça puisse partir, c'est ça? Je connaissais ce couloir. J'avais fait un couloir juste à côté 10 minutes avant. Donc c'était pas parti. Donc j'ai pris le risque de faire ce couloir-ci. Et voilà, je connaissais le risque.
C'était des petits couloirs. Je savais que si ça partait, c'était pas non plus une phase de 100 mètres de large sur 80 de long. La neige, il y avait beaucoup moins de neige. Mais si vous connaissiez les risques, pourquoi y avoir été? Pourquoi? C'est l'impatience, c'est la frustration du manque de neige, c'est quoi? C'est la passion, la frustration de ne pas avoir eu de neige depuis le début de la saison peut-être. C'est quelque chose qu'on pense savoir. Par exemple, on pense savoir les risques. Mais au final, on ne connaît pas les risques. Et ce week-end, a priori, il y aura beaucoup de monde sur les pistes et peut-être en hors-piste. Ouais. C'est ce que vous vouliez faire, alerter ces gens-là pour ce week-end. Là, normalement, il y a des grosses chutes de neige prévues pour demain et après-demain. Donc, essayer de prévenir, de faire de la prévention pour que les gens... Quoi, rester sur les pistes? Rester sur les pistes, hors de piste. Ou si vous sortez hors piste, allez voir les pisteurs. Parce qu'eux pourront vous dire comment les conditions sont, des plaques avant ou n'importe au niveau de la neige. Et sinon, après, sortez équipé, ABS, sac airbag. Et on l'a vu, ça suffit pas toujours. Voilà, Merci beaucoup. Théo Lange, pour votre témoignage rare. Le monde de la montagne qui est aussi endeuillé par la mort de Tancred Mellet, le leader de cette joyeuse troupe d'hommes volants, les Flying Frenchies, multipliaient les exploits dans les airs, sur une slackline, en wingsuit ou en base jump. Nous l'avions filmé entre 2 télécabines en Vanoise. Il est décédé hier à la suite d'un accident en montgolfière. Il répétait un numéro de cirque aérien comme il aimait les imaginer. Il a fait une chute de 20 mètres de haut à Aurel, dans la Drôme. Les obsèques du général Charles Morel ont eu lieu aujourd'hui à Évian. Il était l'une des figures du maquis du Vercors. Il est mort ce 30 décembre. Une cérémonie avec les honneurs militaires. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette ont rencontré son fils Jacques chez lui, à Thonon, là où il s'est éteint dans sa 100e année. Au centre, c'est leur chef, le lieutenant Charles Morel. Quand le maquis va tomber, le gendarme Chalaille et le maréchal des logis Courrèche et 3 autres gendarmes seront assassinés par des miliciens. 7 gendarmes, gradés de la section de Saint-Marcellin, tués à l'ennemi pour la libération de la France. Un événement qui marquera le colonel Charles Morel. Toute sa vie, il restera l'homme engagé, l'une des figures du maquis du Vercors. Dans son bureau, c'est un véritable livre d'histoire que l'on découvre en ouvrant la porte. Voilà, donc nous entrons dans son bureau, qui était son lieu de vie privilégié. Donc là, vous avez une espèce de symbolique de sa carrière. Vous l'avez là en tant que jeune engagé dans la cavalerie. Puis après, dans la cour des Invalides, lorsqu'il a été décoré par le président Chirac. Et puis au-dessus, ces fidèles gendarmes qui ont été tués avec lui quand ils sont partis au maquis. À la Libération, il occupe plusieurs postes de commandement. Des souvenirs qu'il n'oubliera pas de raconter, de transmettre à ses enfants et ses petits-enfants, aujourd'hui gardiens de ce lieu de mémoire. Vous voyez ces livres, L'ombre et la lumière. Il avait fait la préface d'un livre sur le bataillon des Chambarans. Ça, c'est la plaque qu'il avait sur sa voiture de service. Il ne vivait que dans cet univers. Il se plaisait ici et il y passait le temps qu'il avait de libre la journée. Il le passait dans ce bureau comme s'il était encore en service. Le colonel Charles Morel aurait fêté ses 100 ans l'été prochain. Fait divers avec cet incendie ce matin vers 4h30 à Charavine en Haute-Savoie. Un atelier de menuiserie a pris feu pour des raisons accidentelles a priori. Les flammes se sont propagées à l'appartement voisin. Aucun blessé à déplorer, mais la famille de 5 personnes qui y résidaient a dû être relogée. Un avis de recherche lancé par la police de Vienne en Isère. Elle recherche un homme de 81 ans, disparu le 20 décembre dernier. Jean Nivon a quitté son domicile sans donner d'explication à ses proches. Il est parti sans pièce d'identité ni téléphone. Une enquête est ouverte depuis. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. Plus de détails sur notre site internet France 3 Alpes. C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver la bonne taille. Je veux parler du début des soldes d'hiver dès 8h30 ce matin. Des rabais importants sont affichés vu les stocks à écouler. Ambiance fébrile dans les enseignes grenobloises avec Joël Serroni et Yves-Marie Blot. Dernière touche finale à la décoration des vitrines, ultime préparatif. Alors que les commerçants s'affairent avant l'ouverture des portes, les clients matinaux sont déjà en embuscade. À l'entrée des boutiques qui, pour l'occasion,
ont ouvert plus tôt ce matin. J'ai Internet, donc c'est vrai que je fais mes petits repérages. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux d'être la première. On va faire des bonnes affaires, j'espère, parce qu'il fallait se lever. Hein. Pas de foule hystérique, mais des clients prêts à dépenser, même s'ils n'ont pas forcément d'idée très précise. Disons qu'on profite des occasions. Voilà, qu'on n'achèterait peut-être pas en temps normal certains produits. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Les grandes enseignes, comme les magasins de ville, ont fait valser les étiquettes de moins 20 à moins 70% de rabais. Des soldes qui tombent à pic pour les commerçants et pour les consommateurs. Moi, je tape plus dans les moins 60%, parce que c'est beaucoup plus adapté à ma bourse. Et ce sont des pantalons qui sont à la mode quand même, hein, des slim, des scratch comme on dit. En toute logique, avec les quantités qu'on a au niveau du pull, avec les pourcentages qu'on a, ça devrait vraiment bien marcher. Des soldes qui auront le mérite de déstocker, car les ventes des produits d'hiver n'ont pour certains pas encore vraiment commencé. Ça aide effectivement à la trésorerie quand il y a eu une saison difficile. Sur le principe, c'est quand même mieux de vendre nos articles avant. Le centre-ville apaisé de Grenoble s'est animé au fil de l'après-midi. Pour ce premier jour, les boutiques sont restées ouvertes plus tard, 19h30 voire 20h, dans une ambiance de lendemain de fête. Un an après les attentats de janvier, l'esprit de résistance flotte-t-il toujours dans les rues de Grenoble ? On se souvient qu'au lendemain de l'assassinat des membres de la rédaction de Charlie Hebdo, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées au centre-ville de Grenoble et dans les autres villes des Alpes. Ce matin, le numéro anniversaire de Charlie Hebdo sortait dans les kiosques. Benoît Levaillant est allé poser la question aux Grenoblois. Est-ce que je peux avoir les revues de Charlie Hebdo ici? Non, j'en ai plus, monsieur. Ils sont tous partis ce matin. Ouais. Chez ce marchand de journaux, les 20 exemplaires de Charlie Hebdo se sont vendus rapidement. Mais ce n'est que 5 de plus que d'habitude. Non, on ne va pas dire un raz-de-marée qui a eu en début d'année, l'année dernière. Mais quand même, les journaux que j'ai eus, ils se sont vendus quand même. À 100 mètres de là, on pouvait encore trouver en fin de matinée des exemplaires du journal satirique. Un numéro spécial de 32 pages, un an après les attentats. La une représente Dieu, maculé de sang, avec une kalachnikov dans le dos. Si l'émotion est fortement retombée depuis l'an dernier, le journal continue de faire polémique, même chez ceux qui l'achètent. Tout le monde dit maintenant je suis Charlie, bon, c'est bien pensant, alors qu'avant Charlie c'était révolutionnaire, c'était contre la société. Je pense que s'il y avait moins de dessins qui soient provocateurs, probablement dans la religion, ça se passerait mieux. Mais je précise que la presse doit être libre. Sans surprise, le buraliste met lui aussi en avant la liberté d'expression de Charlie. On adhère ou on n'adhère pas, peu importe, mais et là tout le monde, toutes les idées doivent être respectées et respectables. Aujourd'hui, Charlie fait son rôle de petit morpion ou de gratteur de choses, et ça me paraît important dans la pluralité de la presse. À la suite des attentats, le nombre d'abonnés était monté à 270 000. Aujourd'hui, il est retombé à 180 000. À Grenoble, comme ailleurs, l'effet Charlie s'est essoufflé. Et nous recevons maintenant la présidente du club de la presse de Grenoble, Marie Lian. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez organisé avec le club de la presse ce grand rassemblement au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo. 110 000 personnes à Grenoble, c'était très impressionnant. C'était à la hauteur de l'émotion suscitée par l'attentat. Qu'est-ce qu'il reste de cette indignation aujourd'hui ? En fait, il y avait eu 2 manifestations, pour clarifier. Il y en avait une le jour même et une le dimanche, ouais. En fait, où c'est là qu'il y avait eu 110 000 personnes qui s'étaient rassemblées sur l'anneau de vitesse. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment un esprit. On sent que les médias se sont beaucoup saisis de la question. Ils ont réfléchi sur ce que ça représentait, la liberté d'expression. On a beaucoup de questionnements autour de ça au sein du club. On a senti que derrière, il y a eu beaucoup de demandes qui nous demandaient qu'est-ce qu'on peut faire après ? Est-ce que vous allez organiser des choses, des débats ? Et cette année, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer à se questionner sur la profession, à offrir un espace d'échange. Le 28 janvier prochain, on va justement organiser un débat sur l'état d'urgence et la profession de journaliste, parce que malheureusement, il y a eu des attentats encore après en novembre, et c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça change, l'état d'urgence, pour les confrères ?
L'état d'urgence, ça change plusieurs choses. Ce n'est pas directement le métier de journaliste parce que ça n'a pas été, le métier de journaliste n'a pas été mis sous contrôle comme ça aurait pu être le cas par la loi. Mais par contre, on se rend compte qu'au quotidien, les journalistes exercent un rôle de garde-fou, de barrière sur différentes dérives, notamment la dérive au niveau administratif lorsqu'on a des perquisitions. Il faut assurer la séparation du pouvoir exécutif et judiciaire et les journalistes sont là pour être des garde-fous. C'était très compliqué d'avoir des informations lors de ces perquisitions. Oui, c'était compliqué. Et puis on a bien senti que c'était des opérations antiterrorisme et qui finalement se soldaient par des arrestations anti-hachiche et anti-trafiquants. Donc au final, on ne comprenait pas bien le lien parfois. Et vous, à titre personnel, vous avez travaillé sur la COP21 et là, vous avez senti que l'État peut-être prenait le prétexte de l'état d'urgence pour ne pas répondre? On a senti que l'État et même l'ONU avaient beaucoup de réserves au niveau des mesures de sécurité et que parfois, ça impliquait justement un verrouillage de l'information, des accès. Et on nous expliquait qu'au niveau de la sécurité, on ne pouvait pas avoir accès à certaines informations à des moments précis. On ne pouvait pas avoir un compte-rendu d'une conférence de presse comme on aurait dû l'avoir habituellement parce que c'était des mesures de sécurité, que les gens devaient partir plus tôt. Et on n'avait pas non plus accès à l'ONU comme on le voulait. Il y a eu des quotas beaucoup plus restrictif que prévu. Plus dur de travailler. Au lendemain des attentats, beaucoup de témoignages avec un livre d'or. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce livre d'or? Alors ce livre d'or, on a recueilli environ 300 témoignages de soutien, une dizaine de dessins. On l'a envoyé à la rédaction de Charlie en version papier parce que c'était une manière de montrer le soutien du club et de tous les citoyens à la rédaction. Et on l'a aussi imprimé sur format papier avec l'aide de la ville de Grenoble qui nous a permis de l'imprimer. Et on l'a distribué aux gens qui le voulaient, qui avaient participé, mais aussi aux citoyens qui nous le demandaient. Donc il y a eu entre 50 et 100 exemplaires qui ont été distribués. Merci. Merci beaucoup Marie-Lyon pour votre témoignage. À très bientôt. Fait divers avec cette grosse fuite de gasoil en fin d'après-midi à l'usine d'incinération de la Tronche dans l'agglomération de Grenoble. C'est une fissure dans le pied d'une vanne qui a entraîné cette importante fuite de 800 mètres cubes de fioul. 8 camions-citernes ont été dépêchés sur place pour pomper la nappe. Histoire d'aller plus vite, les pompiers escortent ces véhicules lorsqu'ils sont remplis afin d'évacuer leur cargaison vers le site de chauffage urbain de la Villeneuve. Ce va-et-vient devrait durer une bonne partie de la nuit. Les chercheurs valentinois de la CRIRAD, association indépendante d'information sur la radioactivité, viennent de publier une étude inquiétante. Certains pendentifs dits énergétiques seraient radioactifs et donc dangereux pour la santé. Le point avec Hugo Chaperon et Stéphanie Von. Si on rapproche l'appareil du pendentif, on voit que les valeurs vont bien augmenter. On va être dans des ordres de grandeur 100 fois supérieurs à ce qu'on mesure en ambiant dans la pièce. Un taux de radiation bien au-delà des seuils autorisés. Ces pendentifs à énergie scalaire sont pourtant censés être bénéfiques pour la santé. Recentrage des énergies corporelles ou amélioration de l'équilibre. Des arguments positifs, mais des objets radioactifs. Pour certains de ces pendentifs, effectivement, si on les porte plusieurs heures par jour, toute l'année, à la fin de l'année, on peut atteindre des doses à la peau qui dépassent les limites sanitaires. Ça veut dire, en l'occurrence, un risque de cancer de la peau qui est à des niveaux de probabilité qui sont inacceptables. Même constat pour certains stickers que l'on pose au dos du téléphone et qui atténueraient les ondes électromagnétiques. Là aussi, les radiations dépassent les limites autorisées. La CRIRAD donne l'alerte et a décidé d'avertir les autorités. Notre but, c'est tout simplement que ces produits dont l'importation et la vente est illégale par rapport aux risques, en particulier pour la santé, que ces produits ne puissent plus être importés en France et en Europe. Les services de la consommation et de la répression des fraudes ont ouvert une enquête. Plusieurs sites de vente en ligne ont décidé d'arrêter la commercialisation de ces objets par mesure de précaution. On part dans la Drôme voisine, au bout du massif du Vercors, à Fondurle exactement, au bout des hauts plateaux à 1250 mètres d'altitude. La petite station familiale a partiellement ouvert son domaine grâce aux chutes de neige à basse altitude. Pour le plus grand plaisir de tous, Hugo Chaperon et Stéphanie Von. Elle s'est fait attendre, la voilà enfin. 15 cm de poudreuse dans cette station du Vercors drômois. Pas assez pour ouvrir l'ensemble du domaine, mais suffisant pour offrir 2 pistes aux skieurs qui attendaient ce moment avec impatience. Les premières neiges, on était contents de monter, pouvoir profiter, même s'il n'y a pas beaucoup de remontées ouvertes, mais on est content de pouvoir en profiter.
Elle est un peu collante, du coup je sais pas trop si on va y arriver, quoi. C'est la première fois qu'on fait du snow du coup. C'est vrai qu'on attendait cette neige. Après bon, c'est Fondurle, ça reste une petite station quand même, mais bon, ça va faire l'affaire pour commencer. Une ouverture symbolique pour attirer les clients et rassurer les commerçants. Dans le restaurant de la station, une dizaine de couverts servis aujourd'hui contre 300 en période normale. Un manque à gagner qui oblige le patron à réduire ses effectifs. Aujourd'hui, normalement, j'embauche 6 personnes et là, actuellement, je n'ai aucun employé. Ils sont prévus, ils sont chez eux, ils attendent mon petit coup de fil tout simplement. Mais pour l'instant, on est tous à l'arrêt, voilà, vu que la station réouvrira bientôt, j'espère. Un mauvais début de saison, 15% de rentrée d'argent en moins pour la station gérée par le département. Mais la saison n'est pas encore terminée. Globalement, c'est exceptionnel. Moi, j'avais pas vu des vacances complètes sans neige. Au plus tard, à l'arrivée vraiment pour la Noël, c'est souvent arrivé le jour de Noël où ça tombait. Et là, cette année, pas de neige du tout, pas un flocon en décembre. Pas un seul flocon en décembre. De toute façon, optimiste. Moi, j'ai pas vu de saison complètement verte ici sur Fondurle. Il n'y a pas de raison que ça change ça. Optimiste, mais il faudra patienter. D'autres chutes de neige sont attendues la semaine prochaine et avec elles, l'espoir d'ouvrir enfin l'ensemble du domaine skiable. Aujourd'hui, 6 janvier, est officiellement le jour des rois, l'épiphanie, qui est généralement célébrée le premier dimanche après les fêtes. À Aix-les-Bains, un boulanger-pâtissier a décidé d'offrir cette année à ses clients une galette patrimoniale. Vous allez voir, l'idée est vraiment originale. Reportage de Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. À l'origine, la galette était un présent que les boulangers offraient à leurs clients après les fêtes de fin d'année pour les remercier de leur fidélité. Si les temps ont changé, la galette est restée, mais ce boulanger a tout de même décidé de faire un cadeau aux gourmands. Une surprise les attend à l'intérieur de la galette. On a travaillé avec M. Brun, un ancien photographe d'Aix-les-Bains, qui nous a volontiers donné des clichés de vieux bâtiments d'Aix et qu'on les a fait reproduire exclusivement pour nous, pour Aix. Alors on a des bâtiments qui existent et puis il y en a d'autres qui n'existent plus. C'est des fèves à collectionner. On en a fait à peu près 3000 et il n'y en aura pas d'autres. Dans la boulangerie, les galettes trônent, version frangipane, citron, pomme ou encore chocolat. Et la maîtresse des lieux donne volontiers quelques explications sur les petits trésors qu'elle renferme, 9 différents. Voilà. Alors c'est la rue de Genève par exemple. Ah ouais. L'ancienne église. Ouais. Je pense que les gens en ont un petit peu marre de voir toujours les mêmes fèves comme on peut trouver ailleurs. Donc c'était une idée de faire un petit clin d'œil à la ville, un petit clin d'œil aux Aixois. Et visiblement, l'idée séduit. Ça change un peu de ce qu'on a habituellement, des personnages ou même aujourd'hui des choses un peu trop Disney, enfants et tout. Là, c'est une bonne occasion de parler de la ville. C'est une très bonne initiative parce qu'on a une très très jolie ville. J'adore ma ville et donc je trouve ça très très bien. Le couple de boulangers-pâtissiers planche déjà sur un nouveau thème pour la galette 2017 et toutes les idées seront les bienvenues. Flaine-nous l'art de la différence. C'était le slogan de la station de béton au Savoyard il y a quelques années. Cette station, créée en 1968, est aujourd'hui classée monument historique. Elle fait peur à certains, elle fascine les autres, comme cet artiste, tagueur, graphiste qui s'est vu confier par un groupe hôtelier la rénovation de l'hôtel Terminal Neige Totem. Vous allez voir, on est loin des clichés sapins, flocons et cheminées. Serge Vorette, Ingrid Pernet-Duparc. Couleur, béton. Référence, du buffet. Âge, celui qu'avait à peu près Marcel Breuer, l'architecte, quand il a construit Flaine. Signe particulier, joue avec les bombes depuis son adolescence. Celle qui crache du vert et du bleu, celle qui balance des émotions, des vrais, et bouscule les idées reçues. Jean-Phi, alias Wozdat, c'est l'artiste qui s'est retrouvé nez à nez avec Picasso dans une montée d'escalier d'un hôtel à rénover. Picasso avait sa place puisque, en fait, dans Flaine, il y a plusieurs réalisations monumentales qui sont présentes, et si je dis pas de bêtises, qui sont des sculptures prêtées par Beaubourg. Et il y a une sculpture de Picasso, une sculpture de Vasarely et une de Jean Dubuffet. Et du coup, l'idée sur cet escalier-là, sur l'ensemble de la colonne, c'est de représenter les artistes présents sur Flaine. 4 mois pour redonner vie à ces bâtiments désaffectés, 4 mois pour suivre la ligne, celle qui avait été dictée en 1968 par Éric et Sylvie Boissonnas. En fait, ils étaient partis d'une page blanche où tout était possible. Parce que les moyens financiers des Boissonnas étaient
très important. Donc ils ont réfléchi à qu'est-ce qui est possible, et tout était possible. Donc on va réfléchir à une station moderne, c'est quoi? Une station de ski moderne, c'est quoi? Un pari complètement fou de créer un exemple d'urbanisme, d'architecture et de design à la montagne. L'héritage d'une utopie moderne d'altitude. Cela mérite bien une analyse. Alors Jean-Phi s'est installé sur le divan pour en parler. Tout ce qui a été pensé et réfléchi, c'est absolument pas gratuit. Ça fait suite aux décisions des Boissonnats qui ont choisi un architecte du Bauhaus pour concevoir Flaine. Et donc la suite de ça, c'est le Beaubourg qui prête des sculptures. La suite de ça, c'est si on reprend et qu'on doit rénover l'intérieur, on va pas ne pas tenir compte de l'origine de Flaine. Comme quand on regarde des nuages, on peut passer du temps, regarder ces formes-là. Et moi, très souvent, les gens viennent et me disent « Ah, je vois un personnage ». Puis moi, parfois, j'en vois d'autres à d'autres endroits, etc. Et c'est ce genre d'interprétation libre que je trouve intéressant. Donnez-lui la liberté, il fait le reste. Ils l'ont bien compris, les propriétaires du groupe Mechevant, Maison et Hôtel Sibuet, aussi joliment déjantés que l'artiste, qui joue les guides avec la directrice de l'hôtel dans les toilettes. Voilà. Et quand on est aux toilettes, quand te reverrai-je pays merveilleux des toilettes? Donc ça me paraît judicieux. Il y en a une autre ici. Ça vous rappelle quelque chose? Les bronzés au WC, ça aussi, c'est complètement atypique. Un moment d'anthologie classé monument comique dans un bâtiment classé monument historique. Avant de vous quitter, je vous rappelle le message d'alerte, risque d'avalanche très élevé. Théo Lange, le jeune freestyler de Tignes, a été pris hier par une avalanche. Il a failli perdre la vie. Il est venu rappeler cette réalité, la vigilance.